Donc, la Mishnah, venons par la Mishnah. Donc, vous vous souvenez que cette Mishnah s'intéresse aux chabalot, aux blessures. Mais en fait, c'est plus, on a envie de dire, des coups portés qui sont humiliants que des blessures causées. Et les Chachamim ont donné des espèces de barèmes par rapport à ce coup qui a été porté, selon l'humiliation que ce coup il représente. Alors, venons directement à la Mishnah. Atoke al c'est un terme qui, nous, Tokea, ça évoque chez nous immédiatement Tkiat Chofar, celui qui. Alors, c'est quoi Tokea la Chavero? Ben, celui qui sonnerait très très fort, qui ferait un bruit assourdissant, qui serait effrayant s'il est fait par surprise, ou est-ce qu'il va crever le tympan, ou en réalité, sur le terme à Tokea la Chavero, celui qui est Tokea donc à son prochain, il y a différentes explications. Le Rambam et Barthénora, ils expliquent que c'est en fait un coup de poing. C'est un coup de poing qui a été porté. Il y a ceux qui expliquent que c'est un coup qui a été porté sur l'oreille, d'où l'emploi du terme tokea. Et, et il y a ceux qui expliquent, comme on l'aurait compris, je pense, naturellement nous, non, c'est vers l'oreille, quoi. Il y a un grand coup, un grand bruit qui est, enfin un coup qui est porté, enfin non, c'est un peu différent. Le Tiferet Israël explique, c'est un coup qui est porté à proximité de l'oreille. Et il y a ceux qui expliquent, comme on le comprend enfin, naturellement, ce que le terme il nous laisse le plus supposer quand on lit dans un premier temps, c'est celui qui est tokea, celui qui souffle dans du corps, du chauffard, qui fait un grand bruit, euh, donc à l'oreille de son prochain. Donc avec les conséquences que ça, hein. Noten lo sela, il doit lui donner un sela, il doit lui payer donc un sela. Alors le sela, euh, le Sela, euh, on l'avait vu dans la Gemara plus tôt, beaucoup plus tôt déjà, que c'est quoi? Oui, celui dont on avait parlé avant, par rapport à l'histoire de la Ketouba, etc. Là, on parle du Sela Medina. Le Sela Medina, euh, c'est un demi-dinar d'argent. Bon, c'est une somme qui n'est pas négligeable. Et en tout cas, ce Sela-là, cette somme-là, elle est donc payée au titre de bochette, de l'humiliation. Le type, il est humilié quand il est effrayé, etc. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Mishum Rabbi Yossi Aglili, au nom de Rabbi Yossi Aglili, mané. Rabbi Yehuda, donc au nom de Rabbi Yossi Aglili, dit non, c'est pas un c'est là, c'est un mané, c'est-à-dire 100 dinars. Et Tosfot sur place, eux, disent qu'ils ne sont pas en marloquette, ils sont simplement en train de parler chacun de catégories différentes, c'est-à-dire celui qui aurait fait cette honte à un pauvre, alors il n'aurait à payer qu'un séla. Celui qui aurait fait cette honte à un riche, il aurait à payer un mané, 100 dinars. Parce que vous rappelez que euh, le bochette, la honte, elle est relative à celui qui fait honte, à celui qui a honte. Et selon, voilà, le terme pauvre-riche, il est un petit peu dérangeant, hein, surtout pour nous, pauvres wokistes. Ça nous dérange un peu de faire ces différences de la sorte, mais vous comprenez que dans l'esprit de l'agma, il y a tout, il y a une vie qui va avec, quoi. Ok, on va plutôt assimiler, on va dire, allez, bien que ce soit pas du tout le cas aujourd'hui, mais il y a une espèce de respectabilité, d'honneur, de dignité, qui était plus l'apanage, entre guillemets, de ceux qui étaient dans un monde riche que ceux qui étaient dans une. C'est un peu dans cet état d'esprit qu'il faut le comprendre. Euh, on continue. Staro, il lui a mis une claque. Notenlo Mataim. Alors la claque, c'est encore plus dénigrant que le coup sur l'oreille ou faire un grand bruit à l'oreille, etc. Donc il lui a mis une claque. Notenlo Mataim Zouz. Il lui donne 200 zouz. Donc deux fois plus que ce qu'on a dit juste avant. Les Achariado, s'il lui a mis une claque, mais du revers de la main, les Achariado, côté dos de la main, Notenlo Arba Meotzuz, il lui donne 400 zouz. Là, c'est le soufflet des films de cap et d'épée. Bon, sans le gant, il n'y a pas le gant, mais. Donc tout ça au titre de la honte qui est causée, n'est-ce pas?
Tsaram Beozno. Il lui a tiré l'oreille. Et s'il fait les deux, ça se cumule? Aller-retour? Ah, gauche-droite, aller-retour. Par retour, quoi. 400, 800, ça fait cher. Pas mal. Non, non, c'est pas 400-800. Ça fait On a 300. dit, c'est 100 et c'est. Ouais, on a dit, on a dit, Staro, c'est dans un sens. Staro, c'est 200, Je regrette pas le et retour. le truc. Non, mais des fois, tu sais, c'est un habitude là. Donc, tu rentres pour payer des armes quand je fais. Alors, Ouais. c'était clair. En général, il y a toujours une réduction sur l'aller-retour. C'est quand c'est pris à part que c'est le plein pot, Non, non? mais c'est Ouais. est-ce qu'il y a un Non, truc mais. qu'il faut, est-ce que c'est bon? Ouais, non, apparemment, il n'y a pas de raison de la Mishnah, il n'y a pas de raison de différencier. Donc, Tsaram Beozno, il lui a tiré l'oreille, ou bien, d'après d'autres, Rachid dit, il lui a abîmé l'oreille carrément. Talash Bissaro, ou bien il lui a arraché les cheveux. Rakak Veigia Boruko, il lui a craché dessus, et Igia Boruko, et son roc, son crachat, il est arrivé à même son corps, c'est-à-dire à même la peau, pas sur le vêtement. Et Vir Talito Mimenu, il lui a arraché son vêtement, le vêtement du haut. Para Roshaisha Bachouk, donc on est en train de donner une liste, hein. Para Roshaisha Bachouk, il a découvert la tête de la femme, les cheveux d'une femme Bachouk dans le chouk, comme sur le marché, à l'extérieur. Dans chacun de ces cas-là, quoi. Je reprends le Mishnah. Dans chacun de ces cas-là, dans chacun de ces cas-là, Noten Arba Meotzuz Razak. Razak pour de te souvenir. Dans chacun de ces cas-là, il donne 400 zouz. Zéaklal, voici le principe. Akol et Firvodo, voilà, tout est selon le kavod, tout est selon le kavod, c'est l'honneur dans le sens respectabilité, dignité, tout est fonction donc de celui combien ça a porté atteinte à sa respectabilité, combien c'était humiliant, d'accord, selon sa position sociale et tout ce que vous voulez. Voilà, ça c'est ce que dit. Donc ça veut dire quoi? Donc si tout est fonction de tout un chacun, donc ça n'a pas de sens, ces trucs forfaitaires. Ça ne peut pas être forfaitaire puisque tu dis que c'est fonction de tout un chacun. Non, ça c'est le plafond, voilà, c'est la haute fourchette. Le maximum, si vraiment le type il est dans une situation où l'humiliation pour lui, elle est extrême. Et après, pour tout un chacun, on va réviser à la baisse probablement. Amar Rabbi Akiva, il a dit Rabbi Akiva. Afilou anim shebe Israël, même les pauvres d'entre Israël. Voilà, Rabbi Akiva, Baruch Hashem, c'est la gauche comme on l'aime. Ro'im otam keilu em bene chorin. Rabbi Akiva dit, même les plus pauvres d'Israël, on les voit comme s'ils étaient bnei chorin. Vous vous rappelez, on avait parlé de cette expression déjà. Bnei chorin, alors c'est pas le bnei chorin, etmo, laïn, avadim. Non, c'est bnei chorin pas dans le sens libre, dans le sens, il y a une généalogie, ils sont meyuchassim. Comme si on a des racines, on a des ancêtres, voilà, une affiliation qui est tout ce qu'il y a de plus honorable. Et donc, on a un statut. C'est pas par rapport à notre situation financière, à notre compte en banque, qu'on va être défini comme étant Mekoubadim ou pas. Rabbi Akiva dit non, non, il n'y a pas ce genre de choses. On les voit tous comme étant Bnechorin, donc avec cette espèce d'affiliation euh, qui est de valeur. Chez Yardou Minir CM, seulement, hein, littéralement, qui sont descendus de leurs biens, qui ont perdu leurs biens. Il y a une différence à faire entre quelqu'un qui a vécu voilà, dans le faste et qui a été habitué à ces manières et à cet environnement, et qui a eu un revers de fortune. Ça ne le rend pas pour autant insensible à toutes ces choses-là sous prétexte qu'il a plus l'argent qu'il avait. Donc pour Rabbi Akiva, hein, même les plus pauvres d'entre Israël, ils sont à regarder comme ceux qui sont Bnei dans le sens donc euh, euh, voilà, ils font partie de cette caste, eux aussi. Seulement, ils ont eu un revers de fortune. Shehem, Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov, parce que ce sont les enfants de Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ok? Donc Rabbi Akiva est en désaccord avec Tanakama, et pour lui, on est tous pareils. Il n'y a pas de différence à faire. Ok? Pour Rabbi Voilà, Akiva. pour Rabbi Akiva. Voilà, vous adapterez
si ça vous semble adéquat. Non. Les affinités politiques de chacun. Vous n'avez pas parlé de ça à l'époque des cinq enveloppes? Il n'y a pas une histoire de. Ouais, ouais, si, si, tout à fait, tout à fait, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Au sujet de Bochette, en effet, au sujet de la honte, tout à fait. Euh, Umaase Bechat Shepara Roshai Shabashuk. Et il y a une histoire. Il y a un type qui a Para Roshai Shabashuk, qui a découvert les cheveux, donc mis à découvert les cheveux d'une femme à l'extérieur. Bat Lifne Rabbi Akiva. Elle est venue devant Rabbi Akiva, donc elle est allée se plaindre devant Rabbi Akiva pour être dédommagée de cet affront qui lui avait été fait. Vechivo litenla arba meot zuz. Et Rabbi Akiva, il a rendu chayav, il a obligé euh, celui qui avait donc arraché son foulard à cette femme de lui donner 400 zouz, parce que vous pensez bien, Rabotai, à l'époque de la Mishnah, là, on ne parle pas de perruque à l'extérieur, hein, on parle de foulard. Ok? À Marlo, voilà, je ne vais pas développer. À Marlo, il lui a dit, Rabbi Akiva, à Marlo, pardon, il lui a dit le type qui était accusé. Rabbi, Rabbi, Ten Lisman, donne-moi du temps. Ok, je vais payer, mais je te demande simplement que ce soit pas immédiat, laisse-moi le temps de payer. Venatan Lozman, et Rabbi Akiva lui a accordé du temps. Shimra, il a attendu, donc il a guetté cet homme-là qui avait arraché le foulard de cette femme à l'extérieur. Il a attendu pour, voilà, il va, vous allez voir ce qu'il a entrepris. Il a attendu jusqu'à ce qu'il la voie au Medet al Petach Hatzera. Elle se tenait à l'entrée de son Hatzer, à l'entrée de sa cour. Donc, sa cour, l'extérieur, l'entrée de sa cour donne sur le Reshut Arabim, sur l'extérieur. Veshavar et Akad Befanea, et lui, il est passé devant elle en cassant volontairement une jarre d'huile où il y avait une toute petite quantité d'huile, pas importante, Ubo Keissar Shemen. Il y avait une petite quantité d'huile, c'est-à-dire ce qui vaut Issar. Issar, c'est une petite, un prix minime. Gilta et Rocha, elle a découvert sa tête, donc elle a retiré le foulard qu'elle avait sur la tête, Veita Metapachat, et elle récupérait l'huile qui était donc déversée parce que cette jarre avait été cassée, ou Manachat Yada al Rocha, et elle se mettait la main dans la tête, donc pour s'enduire pour enduire ses cheveux de cette huile. D'accord? Hemid Alia Edim. Et là, cet homme-là, il a posté, il a mis des témoins qui pourront donc témoigner de sa conduite à cette femme. En l'occurrence, elle est à l'extérieur. Pour quelques gouttes d'huile, ça ne la dérange pas de retirer son foulard et de mettre ses cheveux à découvert pour pouvoir se faire faire ce qu'elle veut avec ses cheveux. Où va l'ifné Rabbi Akiva? Donc, manifestement, cette femme, elle n'est pas très regardante de sa tsniout à l'extérieur. Où va l'ifné Rabbi Akiva? Et il est venu devant Rabbi Akiva, il s'est présenté devant Rabbi Akiva, à Marlo, et il lui a dit, Rabbi, Rabbi, la zone inotenarba meotzouz, à celle-là, tu veux que je donne 400 zouz? Je vais lui donner 400 zouz sous prétexte que je l'ai humilié en mettant ses cheveux à découvert, mais comment dire, 2 francs 6 sous? Non, pas 2 francs 6 sous. 2 francs 3 sous? 3 francs 6 sous? Bref. Euh, elle-même toute seule, elle met ses cheveux à découvert. Donc ne me dis pas que je l'ai humiliée. C'est pas quelque chose qui pour elle a d'importance. À celle-là, tu veux que je donne 412? Amar lo, il lui a dit Rabbi Akiva, hein, lo amar takloum. T'as rien dit. Ton argument, il est bidon. Il tient pas la route. Acho vel beatzmo, afalpicheno rachai. Celui qui se blesse lui-même, celui qui va se scarifier, celui qui se fait, qui va voilà, il va mutiler, flageller, ce que vous voulez. Afalpicheno rachai, bien qu'il ne soit pas autorisé, il est interdit de toute manière de se faire, de porter atteinte à son intégrité physique, même si c'est nous-mêmes qui le faisons. Il est pas tour, mais de toute manière, il est pas tour. Il va pas se dédommager lui-même, ça n'a pas de sens. Donc il est pas tour. Il est pas tour même d'une peine que le Bet Din. Euh, le Bet Din ne déclare aucune peine le concernant. Mais Acherim Shechavlubo, d'autres qui l'auraient blessé, comme lui-même s'est blessé, Chayavin, ils sont chayav pour autant. Ils sont tenus de le dédommager, bien évidemment. C'est pas parce que celui
qui agit sur sa propre personne et qu'il a tort d'agir comme il agit, c'est pas parce que lui, on va pas le rendre créable de quoi que ce soit, que ça laisse la porte ouverte à tout kidam venu de nulle part de faire la même chose euh, en étant dispensé de quoi que ce soit. Ok? Donc c'est pas parce qu'elle, elle a fait un truc qu'elle doit pas faire et qu'elle a fait et que toi, ça te dispense de la dédommager si tu lui as fait. Veakotsetz neti otav. Et celui euh, qui arrache ses propres plantations. Vous savez qu'il y a un interdit dans la Torah de détruire les arbres fruitiers. Il y a des conditions particulières, ou si c'est nécessaire, etc. Mais on ne détruit pas, il y a pas il y a pas, c'est un baltachrit. La Torah interdit de détruire des arbres fruitiers, si ce n'est qu'il y a de véritables raisons qui le permettent. Ok? Voilà. Et chacun y verra le côté écolo de la Torah. Ok, donc celui qui arrache ses propres plantations, Afalpi chez nos rachats, bien qu'il ne soit pas autorisé, Baltachrit, c'est interdit. Patour, il est patour. Il est patour de la peine prévue par la transition d'un tel interdit, parce qu'il pourrait dire que il l'a fait pour son bien, ça lui servait, il avait besoin, c'était nécessaire pour lui. Mais pour autant, Achirim shekatesuet netiotav, d'autres qui auraient arraché ces plantations, ces arbres fruitiers, Chayavim, ils sont chayav, tenus de payer. Et donc, c'est le même principe pour Bochette, pour la honte, l'humiliation, soit à quoi on s'intéresse maintenant. Un type qui se ferait honte tout seul, parce que voilà, il a une attitude, comme le cas de cette femme ou de quelqu'un qui se met en situation euh, dénigrante, mais il le fait de sa propre initiative, bah, tant pis pour lui. Mais c'est pas pour autant que si ce sont d'autres qui sont à la source de de ce dénigrement, de cette humiliation-là, ils seront pas tours pour autant. Donc, appliqué au cas de la femme, ça maintient le chiyuv de ce type qui lui a découvert les cheveux. Sachez que par rapport à ce que Rabbi Akiva disait, là, que on ne fait pas de différence entre les castes sociales, etc., la halakha n'est pas tranchée comme Rabbi Akiva, et la halakha, elle est comme on l'avait dit depuis le début de la Mishnah, ce dont tu parlais, au début du Pérec, que Hakol, les filles Vayesh, Ve Hamit Bayesh, tout est fonction de celui qui fait honte et de celui qui a honte pour apprécier combien il faut dédommager. Ok, Rabotai, ça c'est la Mishnah. Allez, attaquons la Gemara. Donc, on a dit au tout début de la Mishnah. euh, Ah non, excusez-moi, c'est pas fini la Mishnah, pardon. Ah si, c'est fini, pardon. Si, pardon, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. Ok. Donc, on a dit au tout début de la Mishnah que celui qui était Tokea Lachavero, celui qui était donc avec avec les différentes explications, hein. Donc, euh, Rachid disait, hein, Ikaou al Ozno, voilà, Lachon Mori, Lachon Mori, Ikaou al Ozno, Lachon Mori. Rachid ramène ce que son maître expliquait, c'est il a mis un coup, Lishna Harina, Tokea Mamash. Et Rachid ramène l'autre Lachon, l'autre expression, Tokea Mamash, non, Tokea, vraiment Tokea, il a fait un grand bruit. Donc, la Gemara, la Mishnah, disait au tout début que celui qui est tokea, donc qui met un coup, qui fait un grand bruit à l'oreille de son prochain, euh, d'après Rabbi aussi, il doit payer un mané. Ok? La Gemara s'intéresse à son opinion à Rabbi aussi pour déterminer précisément de quoi on parle. Il va y aller où? Ils ont demandé mané tsurit nan ou mané medina nan. Est-ce que c'est un mané tsori qu'on a enseigné, on va expliquer, ou est-ce que c'est un mané medina dont il s'agit qu'on a enseigné? Alors, c'est quoi la différence entre un mané Tsuri et un mané Medina? Il y a deux catégories. Euh, c'est un peu comme, on va le voir, mais c'est un petit peu comme vous dire, à l'époque, on pouvait dire, il y a les écus d'or et les écus d'argent. Enfin, je sais pas si c'est des trucs, il me semble, hein, on a un peu ces trucs-là. Moyen, d'accord? Il y avait différents matériaux, quoi. Et donc, si tu parles d'un écu selon qu'il est en or ou en argent ou en bronze ou je sais pas quoi, bah, c'est pas la même valeur, quoi, bien évidemment. Donc là, c'est un peu la même question. Est-ce que le mané dont on parle,
c'est celui de la catégorie Tsori ou la catégorie Medina. Alors, au niveau de ce dont il s'agit dans la Gemara, il y avait à l'époque de la Gemara deux catégories de pièces. Il y avait ce qu'on appelle Kesef Tsuri et Kesef Medina, l'argent Tsuri et l'argent Medina. Euh, Kesef Tsuri, il valait 8 fois le Kesef Medina. Il y avait un rapport de 1 pour 8. Parce que il contenait 8 fois plus d'argent que celui qu'on appelait Médina. D'accord? Le Tsouri, Bekitsour, il est 8 fois plus précieux, plus cher que le Médina. Parce que le Kesef Médina, il était fait en partie d'argent, enfin il y avait 1/8 d'argent et 7/8 de bronze, d'airain. Alors que le Kesef Tsouri, il était tout en argent. Ok, ça c'est ce que le Rambam explique. Donc, si la Mishnah, Rabbi aussi, quand il parle de un mané, s'il parle d'un mané Tsouri, celui qui a causé le dégât, c'est celui qui doit donc payer, il devrait payer 100 zouz, mais si le mané dont il s'agit, c'est un mané Médina, hein, il ne devrait payer que 12 et demi. D'accord? 12 et demi. Regardez Rachi. Mané Tsouri. Mané Tsouri, Kafhe Slaim, Kouf Zouz. Donc, comme tu avais relevé tout à l'heure, là, que un mané Tsouri, c'est 25 Slaim. D'accord? Kouf Zouz, c'est 100 Zouz. Mané Medina, hein, le Mané Medina, Shminit, c'est le huitième. Pourquoi? Chez Bemané Tsouri, c'est la chez Bemané Tsouri, c'est la Shel Medina, Khatsi Zouz, Kedamar Bechor Shenagar. Voilà. Bon, d'accord, c'est donc ce qu'on a expliqué oralement. Venons continuer la Gemara. Alors, c'est quoi? Donc, c'est Tsuri ou c'est Medina? La Gemara dit, Tashma, viens et écoute. Deha ou Gavra Detakale les Chavre, et que cet homme qui a donc été Tokea, qui a donc mis un coup d'après le premier Lachon que Rashi ramené, ou qui a fait, donc, qui a sonné très fort, etc. Atal et Kamed Rabbi Yehuda Nessia. Il est venu devant Rabbi Yehuda Anassi. Enfin, c'est pas Rabbi, non, excuse-moi, c'est pas Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Nessia, c'est le petit-fils de Rabbi, qu'on appelait Rabbi Yehuda Hanassi. Ok? Il s'est présenté donc devant Rabbi Yehuda Nessia à Marley et euh, il lui a dit, Rabbi Yehuda Nessia, donc il lui a dit Rabbi Yehuda, il lui a dit à celui qui a porté qui a donc porté le coup, qui a été Tokea, Ha'ana, ha Rabbi Yossi Aglili. Euh, Ha'ana, me voici. Et voici Rabbi Yossi Aglili. Havle, mané tsori. Donne-lui un mané tsori. C'est-à-dire, donne-lui. La Gemara va expliquer, hein, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Me voici Rabbi Yossi Aglili. C'est-à-dire, me voici. C'est quoi? C'est les présentations. La Gemara va expliquer. En tout cas, il lui dit, tu lui donnes un mané tsori. Donc, il a retenu cette histoire, semble dire que le mané en question, euh, c'est le big size. D'accord? C'est celui qui vaut cher. Shmamina, hein, on en déduit donc de cette histoire-là, hein, que Manetsuri, Tnan, c'est Manetsuri qu'on a enseigné dans la Mishnah. Shmamina. On en déduit donc de cette histoire où ce qui a été tranché, c'est que en effet, il fallait que ce soit donc un mané tsori. Euh, alors, l'Agmara, dans sa question, dans sa réponse, euh, elle ne s'intéresse que au mané, qui est donc le paiement que celui qui est Tokea, qui porte ce coup, qui fait un grand bruit à l'oreille de son prochain, d'après Rabbi Yossi Aglili. C'est Rabbi Yossi Aglili qui parle de Amané, n'est-ce pas? Et là, la Gemara ne s'intéresse qu'à cette opinion-là. Et elle ne demande pas à quoi pense Tanakama, qui lui disait c'est là. Vous vous rappelez, dans la Mishnah, on a dit c'est là. La Mishnah dit quoi? Celui qui est toqué à la Chavero, il lui donne un Sela. Rabbi aussi, au nom de Rabbi Sagli, il dit un mané. La Gemara s'est demandé de quel mané on parle. On parle d'un mané Tsuri ou un mané Medina? La Gemara, elle ne s'est pas posé la question sur
de quel Sela on parle pour Tanakama, parce que on avait vu, enfin on a vu, on a vu la Gemara beaucoup plus tôt, que Tanakama, ce dont il parle, c'est Sela Medina. D'accord? Donc c'est bien moindre comme valeur. Ça, c'est ce que les Rishonim disent. Donc il y a, donc regardez, si le Sela, qui n'est que 25, qui n'est que 25, euh, zouz, et ça c'est l'opinion de Tanakama, et c'est en plus c'est Medina, ok? Alors que le mané dont parle Rabbi Yossi, c'est 100, mais c'est 100 qui valent 8, qui valent 8 fois plus que la référence Médina, hein. La différence, elle est énorme. La différence, elle est énorme. C'est-à-dire que la différence entre le paiement d'après Rabbi Yossi Aglili et Tanakama, s'il parlait, euh, en fait, ça va faire une différence de 25. Parce que dans un mané, il y a 25 là, comme on l'a dit, mais puisque le mané dont parle Rabbi Yossi Aglili, c'est le mané Tsuri, et que le Sela dont parle Tanakama, c'est le Sela Medina, la somme que Rabbi Yossi rend Chayav, elle fait 200 fois celle de Tanakama, la pièce Tsuri, c'est 8 fois plus celle du Kesef Medina. À cause de ce problème-là, Rabbeinu Tam dans Tosfot va dire que Tanakama et Rabbi Yossi ne sont pas en marloquette, mais que Tanakama parle du cas où il s'agit de la honte d'un Ani, et Rabbi Yossi Aglili, il parle de la honte d'un pauvre, d'un riche, d'accord? Mais Tosfot relève que, peut-être on le verra dans Tosfot, mais Tosfot relève que du Lachon de Rabbi Yehuda, dans la Gemara ici, là, qui dit Me voici, et voici Rabbi Yossi Aglili, comme la Gemara va l'expliquer après, euh, il en ressort que Tanakama et Rabbi Yossi Aglili sont en marloquette sur la somme à payer dans un tel cas. Parce que quand Rabbi Yehuda, il dit Me voici moi et Rabbi Yossi Aglili. Genre, voilà, ça va d'après mon opinion, ce que je pense, et Rabbi Yossi Aglili. Bah voilà, c'est que s'ils étaient tous d'accord, il n'aurait pas pris que Rabbi Saglili. Même Tanakama est d'accord. Seulement, il parle de deux choses différentes, quoi. Donc, du Lachon de la Mishnah, hein, on dirait qu'ils ne sont pas en accord. Rabbi Yossi Aglili et Tanakama. Euh, bon, de toute manière, même d'après Tosfot, la marloquette, elle n'est pas extrême à ce point, mais voilà, c'est une mesure qui a été donnée pour le pauvre et une mesure qui a été donnée pour le riche. Bon, on revient à la Gemara. Revenons à la Gemara. Très rapidement, l'enchaînement dans lequel on se trouvait. On a vu que donc il y a différentes sommes forfaitaires. Alors c'était discuté, est-ce que c'est la fourchette haute ou c'est des sommes forfaitaires qui sont qui concernent tout le monde, suite à des blessures qui avaient plus un caractère d'humiliation que de blessures physiques. Et donc on avait rapporté l'épisode où Rabbi Yehuda Nessia s'adressait à celui qui avait été takalé chavre, qui avait donc soit donné un coup à l'oreille ou fait un grand bruit à l'oreille de son prochain, bref, qui était tenu de payer un mané tsori, donc on avait déduit en passant euh, que la somme à payer c'était donc un mané tsori, on avait défini de quel mané il s'agissait, puisque dans la Mishnah c'était ouvert, ce qu'on avait dit la fois précédente, est-ce que c'était Medina ou tsori? Et ce sur quoi on s'était arrêté, c'était la formulation de Rabbi Yehuda Nessia. Rabbi Yehuda Nessia, il s'était adressé à ce type, à cet agresseur, en lui disant Ah, Anna, Rabbi Yossi Aglili, me voici. Et voici Rabbi Yossi Aglili. Rabbi Yossi Aglili, c'est le maître de la Mishnah qui a dit que dans un tel cas, il fallait justement payer un mané. Et Rabbi Yehuda Nessia, qui lui intervient donc une ou deux générations plus tard, hein, il s'adresse à l'agresseur en lui disant Me voici, voici Rabbi Aglili, Havle mané tsori, donne-lui, paye-lui un mané tsori à celui que tu as agressé. Alors voilà, donc la Gemara disait, donc on en déduit de là que le mané en question, c'est un mané tsori, etc. Et la Gemara s'arrêtait
sur quel est le sens de cette sentence. Quand Rabbi Yehuda Nessia, il s'adresse à ce type et il lui dit, me voici, et voici Rabbi Glili, est-ce que le sens qu'il faut donner à cette phrase, c'est, je vous relis dans la Gemara très rapidement, on est vraiment, c'est au milieu des petites lignes là, un peu plus bas. Il est Mahari Kamarle, si nous disons qu'il lui a dit la chose suivante, Ha'ana de Chazitir, me voici qui t'ai vu, moi qui t'ai vu. Vea Rabbi aussi Aglili, et Rabbi aussi, des Hamar qui lui a dit, Manet Tsori, que dans un tel cas tu dois payer, celui qui agit de la sorte doit payer un Manet Tsori, Zilavle Manet Tsori, donc va et donne-lui, moi qui ai vu, qui suis témoin, au fort de la halakha de Rabbi Yossi Aglili dans la Mishnah, alors je te dis, je t'impose, va et paye-lui des dommages selon ce que tu as fait. Et si c'est ça le sens à donner au propos de Rabbi Yehuda Nessia, hein, alors la Gemara s'étonne, la Gemara dit, les Memra d'Edna Sedayan, on dirait donc, ça voudrait dire que le Edna Sedayan, que le témoin, il peut être juge, parce que si on l'explique comme ça voudrait donc dire que Rabbi Yehuda Nessia, fort de ce qu'il a vu, fort de ce à quoi il a assisté, il se limite pas à la casquette de témoin, mais il impose, il joue le rôle de l'exécutif, du Dayan, celui qui juge et qui impose. Et donc, on serait en situation de Ed Naaseh Dayan, le témoin, il est également, il cumule le rôle avec celui de Dayan, de juge, et ce qui est surprenant. Parce que, Veatania, pourtant on a enseigné dans une braïta, je reprends rapidement, Sanhedrin, Shera Echad, Shera Getanefesh, un Sanhedrin, donc le Sanhedrin dont on parle, c'est pas le Sanhedrin de 71, on l'a dit, c'est le petit bête, c'est le grand bête din, on va dire, de 23 personnes habilitées à juger des dîners néfachot, les peines qui concernent les cas qui concernent la peine capitale. Donc c'est un petit Sanhedrin en fait. Donc imaginons, la Braïta dit, elle rapporte le cas suivant. Un Sanhedrin qui aurait vu chez Echad, un type, chez Harag et Tanefesh, qui a tué une autre personne. Miktsatan Naasu Edim ou Miktsatan Naasu Dayanin. Certains d'entre eux, Naasu Edim, ce sont témoins, c'est-à-dire certains d'entre eux joueront le rôle de témoins, donc certains d'entre eux vont se désolidariser de ce quorum des 23 juges pour endosser le rôle de témoin, et donc de témoin, c'est-à-dire déposer pour qu'on puisse ensuite trancher selon la déposition des témoins, ou Mixatan, et certains d'entre eux, de ce quorum de ces 23, enfin on verra que Rashi ramène même, on verra ce que Rashi dit, mais dans le cas classique, c'est comme ça, c'est de ça dont il s'agit, ou Mixatan, et donc de ce Betidine de 23 là, certains joueront le rôle de témoins, il suffit que deux d'entre eux simplement sortent du quorum de 23 et témoignent, puisque, comme on l'avait dit, hein, Alpishna et Medim, avec deux témoins, c'est déjà suffisant. Et les autres auxquels on aura évidemment ajouté deux autres Dayanim pour maintenir ce quorum minimum de 23 habilités à juger, dîner les fachottes, ce qui touche à la peine capitale. Et donc, au Mixatan et les autres, et certains d'entre eux, donc les autres, Naasu Dayanim, ils sont les Dayanim, ils jouent le rôle de juge. Divrei Rabbi Tarfon, ça c'est ce que dit Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva lui dit, Kulam edim hem. Rabbi Akiva dit, non, ils sont tous témoins. D'après Rabbi Akiva, le simple fait d'avoir assisté à la scène les rend de facto témoins dans tout le sens du terme, Ve'en ed naase dayan, et le témoin ne peut pas être dayan. C'est-à-dire, d'après Rabbi Akiva, d'après Rabbi Tarfon, ils ont tous assisté, en ce sens, quelque part, ils sont témoins d'une scène. Ils sont témoins de la scène, dans le sens où ils ont tous assisté à cette scène. Maintenant, est-ce que le simple fait d'avoir assisté, d'avoir vu, ça te fait endosser malgré toi le statut de témoin dans toute sa dimension, dans sa pleine dimension, et qui, d'après Rabbi Akiva, est exclusive, le rôle de témoin, il ne peut pas se cumuler avec celui de Dayan. Par conséquent, ayant assisté à la scène, ayant vu, ils sont témoins euh, en bonne et due forme, et donc ça les blacklist, ça les invalide à continuer de jouer le rôle de Dayan. D'après Rabbi Tarfon,
C'est ce qu'on va voir juste après, c'est ce qu'il en ressort de ses propos. Ils ont assisté, ils ont été témoins d'Assen, en effet, mais ils n'ont pas mené à terme le rôle du témoin, c'est-à-dire venir témoigner, déposer. Et en ce sens, ils ne sont pas véritablement Ed et Dayan. Ils ont tous assisté, mais il y a ceux qui vont se désolidariser du quorum, qui vont véritablement aller jusqu'au bout de la démarche de témoin, c'est-à-dire faire la déposition. Ceux-là, en effet, ne seront pas Dayan. Mais ceux qui n'ont fait que assister, ils ont été témoins de la scène, mais ils ne sont pas témoins au sens plein du terme, avec les répercussions que ça aurait eu, les implications, c'est-à-dire les invalider de leur rôle de Dayan. Donc là, c'est ce que la Gemara déduit de cette marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. La Gemara dit Adkan, Lokeama Rabbi Tarfon, littéralement dans les mots, c'est une formule qui se retrouve souvent dans la Gemara, ça. Adkan, Lokeama, jusqu'ici, il n'a pas dit. C'est-à-dire que même Rabbi Tarfon, qui accepte en quelque sorte une forme de cumul, le témoin, il se retrouve Dayan, c'est-à-dire d'entre ceux qui ont assisté, ils ont tous assisté. Et la quasi-totalité d'entre eux, finalement, malgré le fait qu'ils aient donc assisté à la scène, ils vont être Dayan, ils vont être juges de cette scène. Que, que ceux qui se seront désolidarisés et qui joueront le rôle, enfin qui joueront le rôle, qui assumeront le rôle de témoins jusqu'au bout, avec la déposition, etc. Mais donc ceux qui ont assisté, ils vont être Dayan, ils vont juger, mais déduit la Gemara, tout ce qu'il a dit Rabbi Tarfon, Atkan Okama Rabbi Tarfon, et la Miksatan Asu Edim ou Miksatan Asu Dayanim, ça n'est que lorsque certains vont faire le rôle de témoin, d'autres vont faire le rôle de Dayan, aval Edna c'est Dayan, Lokeamar, mais que le Ed soit Dayan également, il n'a pas dit, mais que le Ed, que le témoin soit Dayan, comme c'est, semble-t-il, le cas de Rabbi Yehuda Nessia, qui non seulement il est témoin, et donc il tranche par rapport à ce qu'il voit, il joue le rôle du législatif, de l'exécutif, du Dayan, ça, Rabbi Tarfon n'a pas dit. Rabbi Tarfon, il a bien montré, il a bien formulé dans ce qu'il dit qu'il y a ceux qui voient, mais ils ne vont pas juger d'après ce qu'ils voient. Ils jugent d'après ce que les témoins, donc les deux qui sont sortis du groupe, racontent, déposent. Les rôles sont scindés, ils sont bien distincts. Prenez, prenez Rachi. Non, excusez-moi, c'est Rachi, c'est après. Ok, donc Rabbi Yehuda Nessia, ce qu'il a fait en assumant le double rôle, ok, il est en accord ni avec Rabbi Tarfon ni avec Rabbi Akiva. Ça, même avec Rabbi Tarfon, il est pas en accord. Comment on se laisse, comment ça marche, comment il a pu faire ça? Euh, euh, voilà, répond la Gemara. Kitania Haï, lorsqu'on a enseigné cette braïta où Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva s'opposent, Kegon Shiraou Balaïla, c'est le cas, il s'agit d'un cas où ils ont vu la nuit. C'est-à-dire, cette histoire où il y a un Sanhédrin, un petit Sanhédrin, donc un Beth Din de 23 personnes, habilité à juger Din et Nefashot. Il s'agit d'une situation, d'un cas où ça s'est passé la nuit. Et si ça s'est passé la nuit, et alors, souvenez-vous, on avait vu, c'est une Mishnah dans Sanhédrin, dans le quatrième Pérec, que euh, on ne peut pas juger la nuit. Puisqu'on ne peut pas juger la nuit, ils ne sont pas. euh, alors, dans les mots d'Agmara. Kegon Shiraou Balaya. Il s'agit du cas où ils ont vu la nuit. Des lo lemibad dina ninhu. C'est un peu bizarre comment c'est écrit. Vous avez pas une petite note là dans les mots? Des lo lemibad dina ninu. Bekitour, ce que l'Agmara dit, c'est que euh, ils ne peuvent pas réaliser le din. Ninu, c'est ils sont. Vous n'avez pas une petite note dans vos Gmarot, vous là? Il y a une note, là, vous avez un petit truc, une petite lettre, un truc? Ouais, une petite lettre. Et ça ramène quoi la petite lettre?
Bon, ça doit formuler un peu différemment, ça doit formuler, parce que là, s'ils vont traduire tel quel, euh, c'est un truc genre Delo avidé, non? Un truc comme ça. Ou Delo. Bon, bref, on verra après. La Gemara dit, ils ne peuvent pas, euh, ils ne peuvent pas donc témoigner, endosser le rôle de témoin. Ça ne peut pas être ça ne peut pas être considéré comme un témoignage, on ne débute pas, on ne reçoit pas un témoignage. Il n'y a pas de dîne qui se fait durant la nuit. Ok? Prenez Rachi. Chez Raoult Balaïla. Il s'agit du cas où ils ont vu la nuit. Ou les Machorat et le lendemain. Keshebain Ladoun, lorsqu'ils viennent donc juger, puisqu'on ne fait pas de jugement la nuit, on ne le fait que le jour, lorsqu'ils viennent juger, En Danin et la Alpishmoua, ils ne peuvent juger, ils ne vont donc juger que d'après ce qu'ils vont entendre, c'est-à-dire que là, il y a besoin d'une déposition, je traduis, on va expliquer. Là, il y a besoin d'une déposition. Les fichars, par conséquent, tsarich les miksatan les haïd, il est nécessaire que certains d'entre eux joue le rôle de témoin pour qu'on entende la déposition, pour qu'il y ait un témoignage classique, en bonne et due forme, où il y a des témoins qui racontent ce qu'ils ont vu et qui accomplissent ce qu'on appelle la déposition de leur témoignage. Ve'imensham, et regardez, c'est ça ce que je vous dis que Rachi, par rapport à ce 23, Rachi ramène, on va pas s'arrêter là-dessus, mais rapidement, Rachi rapporte, Ve'imensham et la shlosha, et s'il n'y a là-bas que trois personnes donc, qui ont assisté et qui joueraient le rôle et qui seraient donc parmi ces gens qui ont vu là, le petit Beddin qui a vu, s'ils ne sont que trois, Tsarich Eloshi Vacherim Velaid Bifnehem, il faut en installer d'autres avec eux et témoigner devant eux, parce que s'ils étaient trois, il y a fatalement deux qui vont sortir pour témoigner, et donc il y en a un qui reste seul, auquel il faut donc ajouter deux autres pour maintenir le quorum minimal d'un Beddin, ce qui semble vouloir dire d'après Rashi que c'est sûr que pour dîner Fachot, il faut 23, mais pour la Kabbalah Taedout, pour recevoir le témoignage, pas pour juger Dîner Fachot, mais recevoir le témoignage en question, 3 serait suffisant. Ok, bon, ça en passant. Euh, Aval, mais Raoult Bayom, s'ils ont vu le jour, si ce Beth Din, il avait assisté à la scène, non pas la nuit, mais le jour, au Sinalpi Areiya, les Rabbi Tarfon Miyad, eh bien, ils auraient agi, c'est-à-dire qu'ils auraient tranché selon ce qu'ils voient, ils assistent à la scène. On est en plein jour. Le jour, c'est valable pour faire un jugement. Donc, ce à quoi ils assistent le jour, d'après Rabbi Tarfon, leur aurait permis de trancher et de condamner immédiatement celui qui a tué son prochain. Ve Rabbi Ouda Anassi, il faut dire Anessia, et Rabbi Ouda Nessia, que Rabbi Tarfon svirale. Et Rabbi Ouda Nessia, il pense comme Rabbi Tarfon. Ce que Rabbi Ouda Nessia a dit, quand il s'est adressé à l'agresseur, il lui a dit Ah Anna, Rabbi Yossé me voici et voici Rabbi Yossé c'est que on est la journée. La journée, si le cas qui oppose Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, ouais, la braïta qui est rapportée. Si ça s'était passé le jour, ça c'est la façon dont la Gemara tente d'expliquer, d'établir la braïta. Le braïta parlerait d'un cas où on est durant la nuit. Durant la nuit, les choses elles sont figées par rapport au din, on n'entame pas de din, on ne peut pas juger, etc. Donc les choses elles sont en suspens jusqu'au lendemain. Comme ça va être le lendemain, hein, on va avoir besoin d'une déposition normale. Si ça s'était passé le jour, si ça s'était passé le jour et que la journée, les Dayanim, ce Bedin, avaient donc assisté à cette même scène en journée, ils auraient pu en effet jouer le double rôle d'être Ed et Dayan, et ils auraient donc condamné le type à la peine qui lui convient, et en l'occurrence, attention, d'après Rabbi Tarfon, ok? Il ne dépose pas. Parce que, comment? Pas une déposition. Non, justement, Sur place, parce il que, juge. parce que Il a vu. c'est ce que la Gemara dit dans. Tosot rapporte ça, mais la logique elle est évidente. C'est une Gemara dans Shana qui rapporte que Lote Shmiya Gdola Mireia, la Shmiya, l'audition que tu fais de cette déposition quand tu es Dayan et que donc tu entends ce que les témoins te racontent,
Lote Shmia Gdola Mireia, ça va pas être supérieur, ça va pas être mieux que Reia, ce à quoi tu assistes, ce que tu vois. Donc, d'après Rabbi Tarfon, il avait, il avait scindé les choses, il avait demandé de séparer, parce que ça avait eu lieu la nuit. La nuit, t'es bloqué, tu peux rien faire. Après, la question qui se pose, c'est, ok, d'accord, mais le lendemain matin, pourquoi Pitom, on ne se contente pas de ce que les témoins, de ce que les Dayanim, donc le Beddin, de ce qu'il a vu? Il a vu ça la nuit, ok, on laisse les choses en l'état durant la nuit, on attend jusqu'au petit matin, et ensuite, ils devraient pouvoir statuer fort de ce qu'ils ont vu. Pourquoi, hein? Mais en tout cas, techniquement, comprenez déjà techniquement ce qui est dit. Ce qui est dit techniquement, c'est que s'ils avaient assisté à cette scène en journée, d'après Rabbi Tarfon, en tout cas d'après Rashi, ça ne concerne que Rabbi Tarfon, on verra le dernier Tosfot tout en bas, que même Rabbi Akiva, dans Dîner Mamonot, il aurait été d'accord. Là, ce qui oppose Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, hein, c'est une histoire de Nefashot. C'est une histoire où la peine capitale est en jeu, puisque c'est marqué Sheraou Echad Sharag et Nefesh. Ils ont eu quelqu'un qui a tué quelqu'un. D'accord? Donc il s'agit de la peine capitale. D'après Rabbi Tarfon, si ça avait eu lieu le jour, les Dayanim auraient pu, selon leur vision, statuer. D'après Rabbi Akiva, hein, c'est grillé. D'après Rabbi Akiva, hein, le simple fait de voir, ça les rend témoins, voilà, de facto, donc ils ne peuvent pas délibérer, statuer, juger, ils sont invalidés. D'après Rabbi Tarfon, c'est pas le cas. C'est pas le simple fait de voir qui te rend témoin. Mais voir la journée te permet d'agir finalement comme témoin, c'est-à-dire, attends, de statuer selon ce que tu as vu. Alors que dans un cas où ça se passe la nuit, et l'Agmara veut donc expliquer que c'est dans ce contexte-là où Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon s'affrontent dans la Braïta, les choses, elles sont un peu gelées. On ne peut pas juger, donc on est dans l'attente jusqu'au matin. Maintenant que c'est le matin, hein, et c'est la question, donc maintenant que c'est le matin, hein, on a besoin, puisque c'est pas immédiat, c'est pas suite à ce qu'on a vu qu'on agit, il y a besoin comme dans les cas classiques où c'est pas les Dayanim qui ont assisté à la scène, ils ne font que être ils vont être dépositaires, ils vont être les auditeurs, les enquêteurs de ce récit que les témoins leur font. Et là, il y a besoin donc de cette déposition, de ce témoignage, ok, parce que ça se passe le jour. La question qui nous dérange, c'est ça change quoi? Si ils avaient pu juger immédiatement lorsqu'ils voient le jour et donc décider et accuser et condamner, etc. Pourquoi, s'ils ont vu la nuit, tu leur donnes pas la même possibilité, une fois le jour qui se lève, de décider en fonction de ce qu'ils ont, sur quoi ils ont insisté. Il y a alors les Rishonim, c'est une marre dans Bava Batra, cette histoire. Les Rishonim, en gros, ce qu'ils rapportent, euh, ils parlent de, euh, ils parlent de, ils émettent la crainte de l'erreur qui est plus importante la nuit que le jour, même dans ce qu'on leur raconte, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils truquent, etc. Voilà. Il y a une autre, il y a une autre raison. Euh, il faut comment? Il faut, c'est pas très convaincant, c'est vrai que c'est pas très. Et il y a une autre raison qui est rapportée par rapport à presque la symbolique. Il faut que le jugement soit en pleine lumière, en plein jour, que ce soit pas fait en catimini, etc. Nous, ce qu'on avait aussi peut-être essayé de dire, d'accord, c'est ce que mon père avait relevé, j'étais un petit peu dans ce sens aussi en termes de logique, c'est que euh, fatalement, quand les choses elles sont différées, il y a alors peut-être que c'est peut-être pas le cas quand on voit des choses flagrantes, hein. On voit Réhouven tuer Shimon, je vais pas changer d'avis et je vais pas me faire une autre histoire dans ma tête que ce que j'ai vu il y a quelques heures parce qu'on est le matin maintenant. Mais dans l'idée, quand il y a du temps qui s'écoule, alors, il y a fatalement quelques pertes, des imprécisions, et surtout dans Dîner Fachot, où on est hyper rigoureux. C'est ce que je vous avais raconté hier, vous vous rappelez, hier, je vous avais raconté comment l'esprit, comment l'imagination, elle crée des trucs. Le paquet de cigarettes, là, Camel, avec le petit truc, là, il y a le type là, qui tient le chameau. Enfin, il tient le chameau ou il est sur le chameau. Et tu poses la question, donc, il est à côté du chameau, pas sur le chameau, il est à côté du chameau. Il n'y a pas de type à côté du chameau. Il n'y a pas du tout de type, mais on a réussi on a réussi à se faire des souvenirs qu'on n'a pas en réalité, ce qu'on arrivera à faire à terme très rapidement avec ce qui est en train de se passer.
Euh, et, et, et donc, bon bref, on peut philosopher là-dessus par rapport à euh, la, la, la pensée, la parole, etc. Mais bon, on va pas rentrer là-dedans maintenant, c'est notre histoire. Euh, revenons à notre histoire. Ben, pas forcément, puisque la déposition d'un témoignage, elle peut se faire 2 mois plus tard, elle peut se faire 6 mois plus tard. Et là, on est dans le cadre d'une déposition classique. Mais pour que, d'après Rabbi Tarfon en tout cas, que les Dayanim puisse assumer le rôle de témoin, que Edna Sedayan, ça n'est qu'en situation immédiate où ça se passe le jour, et donc il statue, il décide fort de ce qu'ils ont vu immédiatement. Dans ce cas-là, ça nous prendrait à contre-pied par rapport à ce qui nous semblait être une impossibilité de Edna Sedayan, d'après cette okimta de la Gemara, d'après cette grille de lecture de la Gemara ici, pour Rabbi Tarfon, Edna Sedayan, oui, dans le cas dont on a parlé. Euh, Il y a Tosfot qui est intéressant, là, le grand Tosfot, qui parle de toutes ces choses-là, mais venez en avance, parce que... Venez en avance. En tout cas, juste peut-être se contenter du dernier Tosfot, le Tosfot tout en bas. Tosfot disent, donc il s'agit du cas Kigon Shiraou Abalayla, il s'agit du cas où ils ont vu l'histoire la nuit. Et regardez Tosfot, Tosfot relève le Rashi qu'on vient de lire. Piresh Bekumtras, il a expliqué Rashi. Verabi Yehuda Nessia, qui Rabbi Tarfon Svirale, et Rabbi Yehuda Nessia. Donc il pense comme Rabbi Tarfon, ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Nessia, puisque lui c'était le jour. Donc il a assumé le double rôle. C'est ce qui est en accord avec Rabbi Tarfon, si ça avait eu lieu le jour, leur histoire. Et dit Tosfot, Ubechinam Pireshken, et Rashi a expliqué ça pour rien, c'est-à-dire Rashi a eu tort de limiter la correspondance de ce que Rabbi Yehuda a fait comme n'étant en accord qu'avec Rabbi Tarfon, parce qu'en réalité, De'afilou ki Rabbi Akiva nicha, même comme Rabbi Akiva, ça va bien. Pourquoi? Des logamar midine nefashot, qui dit Pierre Chilel, parce que Rabbi Akiva, il fait la différence. Pour Rabbi Akiva, tu te retrouves de facto aide dans la pleine, dans le plein sens du terme, lorsque tu assistes à la chose, ça n'est que pour dîner les fachottes. Mais l'histoire d'origine avec Rabbi Yehuda Nessia, c'est pas dîner les fachottes, c'est pas quelque chose qui porte sur la peine capitale, c'est une histoire d'argent. Combien tu dois lui payer, combien tu lui dois pour le dédommager, etc. Et Rabbi Akiva, d'après Tosfot, lorsqu'il s'agit de dîner mamonote, il va pas, il a pas cette espèce de mécanisme là, d'accord? Pas exigence, c'est-à-dire que il n'y a pas ce phénomène que il est aide totalement simplement parce qu'il a vu, ok? Ça ramène à la marloquette alors ça, cette opinion de Rabbi Akiva, hein, où le aide, celui qui voit, il est fatalement témoin, invalidé, donc parce qu'il est témoin dans de facto. En ayant vu, ça, on voit ça, c'est une braïta dans Makot, d'Afiud Bet, où on apprend là-bas de Vehamdou qu'un Beddin qui aurait assisté à une scène qui rend le type Réav Mita, hein, ne pourront pas juger, il faut qu'il soit jugé par un autre Beddin. C'est la Gemara dans Makot d'Afiud Bet. La Gemara dans Makot, c'est même la Mishnah d'ailleurs, euh, euh, plutôt, qui rapporte c'est une Mishnah, marloquette entre Rabbi aussi, je crois, et Rabbi tout court. Euh, voilà, est-ce que le simple fait d'assister, ça te blacklist pour le témoignage? Alors ça, c'est ce qui est dit pour dîner. euh, alors c'est souvent ça. Pour Rabbi aussi, là-bas dans la Mishnah, hein, pour Rabbi aussi dans la Mishnah, hein, ça n'est vrai que dans Dîner les Fachot. Le simple fait d'assister, ça te, ça te, ça te, ça te, ça te blacklist, voilà, pour pouvoir témoigner dans Dîner les Fachot. Mais dans Dîner Mamonot, plus précisément, là-bas dans la Mishnah, dans Makot, c'est, selon vous rappelez, c'est le din de Edut Shebat la Miksata Bat la Kula.
un groupe de témoins qui a été annulé en partie, c'est-à-dire il y a un psoul, il y a un pasoul dans le groupe. On apprend ça dans la Mishnah, hein, de la même façon qu'un groupe de deux, de témoins. Il y a la similitude qui est faite là-bas entre Alpishneim et Dim, Oshoshaïdim. D'après deux témoins, ou d'après deux témoins, Yumatamet, il mourra celui qui condamne à mort. La Mishnah elle s'étonne. Alors si tu es avec deux, ça marche, tu n'as pas besoin de parler avec trois. Et si ça marche avec deux, évidemment que ça marche avec trois. Seulement, on compare à deux à trois dans tous les sens, etc. Et de la même façon, une des conséquences, de la même façon que dans un groupe de deux témoins, si l'un d'entre eux s'avère être pas saoul, invalidé, le témoignage s'effondre, puisqu'il en faut deux à minima, eh bien, dans un groupe de 3, ou même de 15 ou de 100, s'il y en a un qui s'avère être pas soul, maintenant les psoulim, les invalidités, elles sont diverses. Soit par exemple, il y a un lien de parenté, karov, il y a un lien de kirva, de proximité parente, des liens familiaux, soit il n'est pas soul, il ne répond pas aux exigences minimales de l'halakha pour être cachère comme témoin. Donc, si l'un du groupe, il est invalidé, c'est la totalité du groupe qui se délite, qui est fichu. Donc là-bas, la Mishnah rapporte. euh, mais alors, qu'en est-il? Il y a un groupe de témoins qui assistent à un meurtre. S'il y a un karov ou pas soul, ça y est, c'est fichu, ils ne peuvent plus témoigner. Sous prétexte que. Donc Rabbi Yossi, il dit. Ça, c'est vrai dans Dîner Nefashot. Mais dans Dîner Mamonot, dans ce qui est de l'ordre de litige financier, on maintiendra le témoignage avec les autres, avec ceux qui ne sont pas passoul. Et Rabbi, dans la Mishnah là-bas, lui, il fait dépendre ça, il fait dépendre ça de l'intention d'avoir voulu témoigner. Ok? C'est pas parce que tu assistes que de facto tu es frappé de cette étiquette de témoin dans sa pleine dimension et donc t'es grillé. T'es grillé. C'est-à-dire que tu fais partie intégrante du groupe de témoins et donc le mécanisme est duce batla miktsata batla kula, un témoignage qui en partie est annulé, une personne, un individu de ce groupe, il est annulé, eh bien c'est la totalité du groupe de témoins qui est annulé. Pour Rabbi, ça va dépendre de l'intention d'avoir voulu témoigner. Donc vous remarquez au passage, on fait une petite digression, mais c'est pas grave, juste que vous ayez ça en tête. Au passage, on s'aperçoit qu'il y a une Khumra de Rabbi Yossi dans Dîner Nefashot que de facto, ils ont vu, ça y est, c'est fichu, alors que dans Dîner Mamonot, le reste marche. Pour Rabbi, même dans Dîner Mamonot, dans les trucs financiers, s'ils avaient eu l'intention de témoigner, ça a grillé tout le groupe. Mais dans Dîner Nefashot, s'ils n'ont pas eu l'intention, ben, ça ne grille pas le groupe. Ok? Bref, pour rapidement, en faisant des raccourcis un peu, des raccourcis très raccourcis, d'après Tosfot, Rabbi Akiva, ce qu'il tient comme principe que le type qui assiste de facto, il est témoin dans toute sa dimension, et donc il peut plus être Dayan, c'est deux choses un peu différentes hein, par rapport à Makot. Ça n'est vrai que dans Dîner Nefashot, que dans ce qui touche la peine capitale, mais pas dans Dîner Mamonote. Donc, d'après Tosfot, même Rabbi Akiva, dans le cas de Rabbi Yehuda Nessia, celui qui a agressé l'autre, etc., et que Rabbi Yehuda Nessia, il a joué le double rôle de Ed et de Dayan, ça pose pas de problème. Parce que c'est Dîner Mamonote, ok? C'est le jour, et donc il agit en fonction de ce qu'il a vu, d'après Tosfot. Même Rabbi Akiva, il est d'accord avec ce truc-là. Euh, Venons, on continue. Donc ça, c'est la première réponse qui est donnée pour donc rétablir que Rabbi Yehuda Nessia, ce qu'il a fait, c'est pas en désaccord avec les maîtres de la Mishnah. C'est à minima en accord avec Rabbi Tarfon et peut-être même avec Rabbi Akiva, expliqué selon Tosfot. Reprenez la Gemara. Euh, Veiba et Tema. On est là 2, 4, 6, 6, 7, 7, 6, 7 lignes avant les grandes là. Dernier mot de la ligne. Veiba et Tema. Et si tu veux, je te dirais. Donc il y a une autre explication proposée par l'Agmara. Achi un Marley. Ainsi il lui a dit. Voici ce que Rabbi Udanessia il a dit. C'est la chose suivante. En fait, l'histoire elle est un peu différente. Le contexte il est un peu différent. Ah, Anna, Desvirali, Rabbi Yossi Aglili.
me voici, moi, qui considère, qui pense comme Rabbi Yossi Aglili. Moi, je tranche la halakha comme Rabbi Yossi Aglili, que dans un tel cas, tu es chayav de payer un mané tsori. Veha sahade demesa debar, et voici les témoins. Donc il n'était pas tout seul. Rabbi Yehuda Nessia, hein, dans cette histoire, il n'était pas seul. Il y avait des témoins qui étaient présents. Donc il se fait simplement le porte-parole de l'halakha, donc il joue son rôle de dayan, de juge, ok? Et il prend un témoin, enfin il prend un témoin. Et donc il utilise les témoins qui sont là, donc des positions classiques, normales. Zil va, Ravle mané tsori, donne-lui un mané tsori, et donc paye-lui ce que tu dois. Donc finalement, on a complètement là révisé, changé, changé le décor, hein. C'est plus la même chose. En fait, Rabbi Yehuda Nessia, il a agi de la façon, tout ce qu'il y a de plus banal, enfin banal, classique, ok, d'un juge qui tranche en fonction de des positions que les témoins lui font. Euh, Maintenant, regardez juste euh, euh, ce Iba et, ce Iba et Tema, hein, cette deuxième proposition de lecture, elle renverse tout ce qu'on avait dit. Parce que ce qu'on avait dit juste avant, hein, et je vous avais dit, c'est ce qui nous prend un contre-pied de ce qu'on a en tête en général, il me semble, c'est que, donc on est arrivé à la conclusion, Par rapport à la nuit, c'est ça la vraie que question. quoi, que quoi, que, que, que tous, en fait, on était donc arrivé à la possibilité que Edna Sedayan, qu'il y a des situations où le témoin, il peut également être juge, il peut jouer le double rôle, il a la double casquette, quand ça se passe le jour, où il n'y a pas besoin de déposition classique, mais où, fort de ce que l'on a vu en tant que dayanim, que juge, on va trancher et on va faire exécuter. Donc, c'est finalement une formule où, oui, Edna Sedayan, le témoin, il se retrouve être juge. Dans ce deuxième Ibaïtéma, enfin dans cette deuxième proposition, où on explique différemment, donc voilà, ça retombe à l'eau. Non, il y a plus du tout ce Edna Sedayan, ça n'existe plus. D'accord? De façon absolue, on n'a jamais vu, on ne voit pas que le témoin puisse être également Dayan. Ok, donc ça c'est la deuxième voilà la deuxième proposition de l'histoire, là, l'anecdote avec Rabbi Yehuda Nessia. L'Agmara poursuit. On est 3 lignes avant la fin. Dernier mot encore. L'Agmara demande Vesava Rabbi Akiva des Ein Edna Sedayan. Mais Rabbi Akiva pense-t-il véritablement, hein, est-ce que pour lui c'est absolu que En Edna Sedayan, le témoin ne peut pas être Dayan? Veatania, pourtant dans une braïta, hein. Veika Ishetre Ube Even Obe Grof, c'est marqué dans la Torah. Vous vous rappelez de ce passouk-là? Je crois, on l'avait vu ce passouk quand on s'était intéressé aux différentes enveloppes qu'était tenu celui qui blesse son prochain. On est dans le Pérec, hein, à Chovel, celui qui blesse. Et donc c'est dans un passouk tiré c'est dans Mishpatim, où la Torah, donc quand elle fait la narration de celui qui va frapper, blesser, etc., la Torah formule Veika Ishetreu, et il frapperait donc un homme, son prochain, Be'even, avec une pierre, avec un objet, au Be'egrof, ou avec le poing. Shimon Atimni, Atimni ou Atemani, Temani, on aurait tenté de dire, il faudrait voir, Temani du Yémen, ou qui prend lui Teman, ou Timni, c'est la ville c'est une ville dans le Nar, on voit cette ville-là. Donc, voilà, là-dessus, Shimon Atimni, Omer, il dit, ou Temani, je sais pas, Ma et Grof Meyuchad, chez Masur la Eda Vela Edim, Afkol chez Masur la Eda Vela Edim, Prat les Shiyatzta Mitachat Yad Edim. Je traduis, on explique. Il dit, de la même façon que le poing, le coup qui est porté avec la main, avec le poing, il est massour, transmis. Il va être, il doit être estimé, ça doit être évalué, ça doit faire l'objet d'une enquête par les témoins. Donc, quand ils vont par l'AEDA, l'AEDA, l'Assemblée, ça fait c'est les juges. Vela Edim et les témoins.
C'est-à-dire, Shimon HaTemani considère la chose suivante, c'est que il se peut que le coup qui a été porté avec, simplement avec la main, il est finalement causé, c'est un peu disproportionné, quoi, la blessure, le résultat dans lequel la victime se retrouve par rapport à la force, à l'intensité du coup, c'est vraiment, c'est un gros décalage, quoi. C'est pas que le coup, il était à ce point puissant et fort pour causer une telle blessure, c'est que la victime était particulièrement faible et délicate et en mauvaise santé, tout ce que vous voulez, mais on peut pas, d'après Shimon HaTimni, hein, l'idée même, elle est, il me semble, a priori très contre-intuitive, de se dire, attends, est-ce que c'est vraiment ce coup qui a causé cette blessure? Ben oui, c'est le coup qui a causé la blessure. Avant le coup, il l'avait pas, après le coup, il est comme ça. Il a la tête éclatée, explosée, mais pourtant il n'a mis qu'une petite claque. Ben oui, mais tout est fonction de la morphologie, du seuil de tolérance, enfin, ok, tu mets un coup de poing à un poids lourd, catégorie champion de boxe poids lourd, ça aura pas le même effet sur sa tête que si tu mets le même coup un petit garçon qui a 10 ans, qui mesure 1,20 m et qui pèse 45 kilos. Mais Shimon Atimani, lui, il veut dire que il y a besoin d'évaluer, d'estimer pour s'assurer que c'est bien ce coup-là qui est responsable de cette blessure-là, de ce résultat. Donc, il déduit de la même façon que lorsqu'il s'agit d'un coup porté avec la main, il y a besoin de cette estimation-là. Af kol shema la eda vela edim, ainsi en est-il de tous les coups portés, même si on a utilisé une pierre, un objet, ça doit faire l'objet d'une estimation. Est-ce que vraiment la blessure, elle est à hauteur de ce qui a causé du coup qui a été porté? Regardez, prenez un chiffre. Chez Massour Laïda Velaïdim. Donc, c'est littéralement qui est transmis, c'est-à-dire qu'il doit faire l'objet d'une appréciation. Laïda, c'est le Beddin, les juges. Velaïdim, les témoins. Chez Yachol Leavio, les Beddin, qu'il puisse l'apporter, le déposer au Beddin, les homodo pour l'évaluer. Imraoui et Grofzé, si il est apte, ce coup de poing-là, la sotrabalazo, de causer cette blessure-là, ve imen raoui, et si ce coup de poing n'est pas apte, c'est-à-dire il n'est pas responsable d'une telle blessure, loyer chalem, il ne payera donc pas la blessure, il ne dédommagera pas la blessure causée. Chez Mahmat Khalchuto, que chez Mahmat, Khul Chateau, c'est où? J'ai perdu le truc. Chez Mahmat, Khul Chateau, Shelze et Verakuto Nerbal. Parce que c'est à cause de sa propre faiblesse et de sa. Il est délicat, voilà, il est fragile, qu'il a été blessé. Mais c'est pas un coup comme ça qui cause une telle blessure. Venez, on continue, ça, on est dérangé, je sais bien. À l'exception, on disait donc Shimon Atimni, à l'exception du cas où les shiatstam yadaïdim, où c'est sorti, où Rachir, il rajoute le mot entre parenthèses, hein, où elle est sortie la pierre de la main des témoins. C'est-à-dire, ça veut dire qu'elle est sortie de leur main, où on a perdu l'objet, on n'a plus l'objet sous la main. Chez Evda Mehen, où ils l'ont perdu, donc on n'est plus apte à analyser est-ce qu'un tel objet peut causer une telle blessure, ou Beddin l'Oraoua, et le Beddin ne l'aurait pas vu non plus. À Falpi Shirawa Edim, bien que le témoin, ils ont vu quand il a frappé, mais on n'est plus en mesure d'évaluer, puisque maintenant la pierre n'est pas là. Mais ils ont vu que c'est avec une pierre, mais ils n'ont pas. Patour, il est patour, des baïna nungdena bevedin, parce qu'on a besoin d'une estimation bedin. Tu aurais pu dire, oh ben, les témoins vont raconter, ils ont vu, donc ils racontent, c'était une pierre qui avait cette taille, qui devait peser tant, qui avait truc, ben, il y a besoin que l'estimation soit au bedin. Là aussi, c'est un autre problème. Pourquoi le bedin ne se réfère-t-il pas à la description que les témoins feraient de cet objet, de cette pierre?